Bonjour à tous, Frédéric Rupli, président de XMP Entrepreneur. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir tous et vous n'êtes pas encore tous réunis. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir tous au nom de notre association XMP Entrepreneur pour notre troisième réunion générale de cette année scolaire 2020-2021. Et d'ores et déjà, je remercie tous ceux qui sont présents pour leur présence à nos côtés et je remercie aussi nos intervenants à qui nous allons donner la parole dans un instant. Alors, cette réunion est animée par notre club des repreneurs. Le club de repreneurs, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler ce que c'est que XMP Entrepreneur. XMP Entrepreneur est une association et c'est une émanation des anciens élèves de l'X, des mines et des ponts. Et à ce titre, XMP Entrepreneur accueille en premier lieu tous les anciens élèves de ces écoles, mais par extension aussi beaucoup d'anciens de beaucoup d'autres écoles. Je ne comprends pas encore pourquoi pourquoi Zoom n'affiche pas l'intervenant. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Toujours au titre des rappels… Il faut choisir affichage intervenant en haut à droite. Je te remercie, c'est ce que je fais, mais ça ne le fait pas. Ah bah merde, moi ça le fait chez moi, c'est pour ça, je suis désolé. Donc, si vous voyez l'intervenant, c'est ce qu'il y a de mieux, mais chez moi, ça n'affiche pas l'intervenant. Bien, alors toujours au titre des rappels et de la petite présentation de ce que c'est que XMP Entrepreneur. Donc, nous sommes une émanation de l'association des anciens de l'X, des anciens des mines et des anciens des ponts. Et notre association est organisée autour de 3 segments, 3 activités différentes. Un club des créateurs, un club des repreneurs et un club des développeurs. Voilà, donc créer, reprendre ou développer, ce sont ça les 3 piliers de XMP Entrepreneur. Et pour vous permettre de mémoriser plusieurs visages et pas seulement le mien, je propose simplement d'inviter, alors d'habitude quand on est tous dans la même salle, on s'invite à se lever et à lever la main, mais je vais simplement passer la parole à chacun des animateurs de nos différents clubs pour qu'ils fassent simplement un petit coucou en disant bonjour à l'Assemblée. Ça fera une petite introduction finalement plus vivante qu'un monologue d'une seule personne. Et donc, comme nous sommes organisés autour du club des repreneurs, du club des créateurs et du club des développeurs, on va voir qui est dans la salle. Et je vais d'abord passer la parole aux animateurs du club des repreneurs, et notamment Antoine Borelli, s'il veut bien saluer. Antoine, si tu es parmi nous. Alors, je ne vois pas Antoine lever la main ni prendre la parole. Michel Bangui, qui est en face de nous, et tu veux dire bonjour. Bonjour. Voilà, Michel Fayet, si tu es là et si tu peux lever Bonsoir. la main. Michel, normalement, ouais, je n'ai pas vu l'intervenant basculer vers Michel Fayet. Et Philippe Princesse, il est là. Je n'ai pas vu Michel. Maintenant, je passe aux animateurs du club des créateurs. Didier Launay, es-tu là? Je n'ai pas vu qu'il nous ait rejoint. Philippe Roche. Oui, je suis là. Il est là. Bonjour Didier. Je suis là. Donc, bonjour à tous. Donc, le club créateur vous attend, notamment demain, c'est la prochaine réunion mensuelle. Très bien. Philippe Roche, je ne sais pas, qui est également co-animateur avec toi du club des créateurs. Je ne sais pas si Philippe est présent, s'il nous dit bonjour. Et enfin, notre club des développeurs, Claude Chabrol, s'il est là. Je n'ai pas vu s'il était là. Bref, à travers tous ces noms, vous avez vu que nous sommes un groupe d'une dizaine d'animateurs au service des anciens de nos écoles qui veulent entreprendre, que ce soit pour créer, pour reprendre ou pour développer. Toujours au titre de la présentation des activités de XMP Entrepreneur, cette année, nous vous proposerons, comme l'année dernière, 6 soirées thématiques propres à XMP Entrepreneur. Ça veut dire donc 2 soirées consacrées aux repreneurs, et c'est le cas ce soir, 2 soirées consacrées au club des créateurs, 2 soirées consacrées au club des développeurs. Et puis aussi quelques autres soirées que nous ferons en partenariat avec d'autres grandes écoles que nous retrouvons au sein de G2E, Grandes Écoles Entrepreneurs, qui est l'association d'associations qui nous regroupe tous les clubs entrepreneurs de toutes les grandes écoles. Nous vous proposons également des formations, de l'accompagnement individuel ou de l'accompagnement en groupe, et puis des rendez-vous individuels avec nos animateurs, que ce soit pour vous accueillir, discerner, être dans les premiers rendez-vous, le discernement sur votre projet entrepreneurial. Alors, quelques éléments maintenant sur cette visioconférence de ce soir. Certes, pendant les confinements, nous avons tous gagné un petit peu d'expérience en matière de maniement de Zoom et autres plateformes. Je vous remercie de vous mettre tous en muet.
à l'exception évidemment des intervenants, mais de vous mettre tous en muette de façon à ce que nous n'entendions pas les bruits de fond. Et puis, je vous invite, lorsque vous avez des questions à poser, à les poser avec l'outil conversationnel, le chat que vous trouvez dans la barre du bas en tapant sur « Converser ». Et nous voyons tous apparaître les questions que vous poserez. Et je vous invite à poser toutes vos questions quand vous voulez, n'importe quand dans le déroulement de cette soirée. Et il reviendra à Antoine Borelli et moi-même d'extraire des questions si par hasard nos deux intervenants du jour ne les saisissaient pas eux-mêmes la balle au bon. Nous les extrairons nous-mêmes et nous tâcherons de les ventiler au bon moment de leur exposé. L'idée, c'est de faire vraiment une soirée très interactive. On n'est pas du tout dans le modèle message qui vient d'en haut et questions qui viennent d'en bas. On veut vraiment être dans un échange, une soirée interactive. Ce soir est une soirée témoignage. Et donc, un témoignage, c'est beaucoup plus vivant quand la salle pose des questions. Voilà. La soirée de ce soir est donc un témoignage à deux voix. Nous allons accueillir deux témoins. Le débat sera animé par Antoine Borelli, animateur du Club des repreneurs, et moi-même. Et nous essayerons de tenir l'engagement que nous prenons à chaque fois, qui est de terminer notre vidéoconférence à 19h30. Et en général, nous y arrivons, et si nous n'y arrivions pas, ce serait vraiment à quelques minutes, je le souhaite, sauf si, bien sûr, la salle réussit à nous faire déborder du cadre. Mais si c'est le cas, eh bien, ça veut dire que nous autorisons tous ceux qui ont une contrainte de timing à 19h30, évidemment, à nous quitter. Voilà. Et puis, en fin de réunion, il sera toujours temps de remercier nos invités aussi. Voilà, donc j'en ai fini pour ces mots introductifs de présentation de XMP Entrepreneur et je passe la parole à Antoine Borelli, animateur du Club des repreneurs, qui va nous annoncer plus spécifiquement le thème de la soirée. Oui, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Si tu peux faire plus fort, Antoine, ce serait super. D'accord, mais je vais essayer de m'approcher du micro. Mais malheureusement, je ne sais pas le régler plus fort. Donc, le thème de la conférence, c'est la reprise du groupe SIPD, un témoignage à deux voix d'un repreneur et de son conseil. Et donc, c'est par Marc Chambon, qui est le repreneur de l'entreprise SIPD, et par son conseil, Luc Fariot. C'est un groupe qui conçoit et qui fabrique et qui commercialise des systèmes et des produits d'interconnexion à base de fils, câbles et cordons de transmission, soit de puissance électrique ou de data. Il a à peu près 200 salariés, un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 millions d'euros, et il travaille sur les marchés des télécommunications et de la défense et de l'aéronautique, enfin très diversifiés en fait. À partir de 3 sites de production situés en France et en Tunisie. Donc c'est une reprise significative et qui a nécessité un montage complexe et avec plusieurs associés, fonds d'investissement, dettes bancaires, et pour lequel Marc s'est entouré de toute une équipe de conseils professionnels, et donc en particulier de Luc Fariot de FL Finance. Les intervenants, donc, c'est notre ami Marc Chambon, X83, Ensta, INSEAD. Donc, Marc a fait tout le début de sa carrière dans l'automobile, devenant directeur de business units et puis de sites industriels pour des sous-traitants majeurs de grands constructeurs comme Valeo, comme Oxford Automotive. Puis, il est passé à la direction générale de sociétés industrielles depuis 2008. C'est un passionné de l'innovation, de la conduite du changement, et c'est un obstiné. Il a poussé la porte de XMP Entrepreneur pour la première fois en 2012. Et donc, après bien des rebondissements, il devient le repreneur du groupe SIPD fin 2019. Quant à Luc Fariot, lui, ESTP 85 et INSEAD, donc aussi une double formation ingénieur et grande école de commerce, il a fait toute sa carrière dans la finance, d'abord dans la banque, puis dans le conseil et les services. Et il y a 17 ans, en 2003, il fonde sa propre société de conseil, FL Finance et Développement. Et depuis, il conseille les entreprises et les repreneurs, et les entrepreneurs en général, en matière de financement, acquisition, opération de LBO, modélisation financière. Bref, c'est un expert généraliste
dans son domaine. Et Luc anime également le club entrepreneur des alumni de l'ESTP, et ce qui nous réunit autour de G2E, Grandes Écoles Entrepreneurs, ce qui est aussi un autre sujet. Voilà donc Marc et Luc, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Et sinon, je passe la parole à Marc Chambon. Très bien. Merci Antoine, merci Frédéric. Bonsoir à toutes et à toutes. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Antoine, parce que tu as dit, ce que tu as dit peut faire penser à un jeu de chorale qu'on imagine classique et harmonieux. Et moi, je vais vous raconter une histoire effectivement un peu plus rock'n'roll, qui est l'histoire de ma reprise. Pour compléter tout d'abord mon parcours professionnel, je voudrais juste dire, dès mes 20 années passées dans l'automobile comme salarié, au tout début de ma carrière, j'ai retenu en fait deux choses. En fait, j'ai appris l'industrie, première chose, j'ai appris en profondeur l'industrie. Et puis, j'ai retenu que j'étais plus fait pour les plus petites entreprises que pour les plus grosses. Et donc, à la fin de cette période de 20 ans, à la fin de ce cycle, j'ai essayé déjà à ce moment-là de m'intéresser à me positionner comme patron de PME. Et puis, visiblement, je n'étais pas suffisamment affûté pour convaincre. Ça n'a pas fonctionné. D'autant plus que j'avais fait le tour, à mon avis, du secteur automobile et du coup, dans tous les autres secteurs, je n'avais strictement aucune expérience, ce qui est tout de même un handicap. Donc, j'ai entamé effectivement une deuxième partie de carrière il y a 10 ans, tout d'abord comme consultant indépendant, où j'ai beaucoup voyagé à nouveau, en particulier en Inde. Et puis, au hasard d'un contact non sollicité, finalement, je me suis retrouvé comme patron d'une PME industrielle qui fabriquait des produits d'éclairage. Pourquoi je me suis retrouvé dans cette position? C'est parce qu'en fait, il s'agissait d'un retournement dans une société, dans un état qui est quasi faillite à ce moment-là, et qui m'offrait quand même la possibilité de devenir actionnaire, quoique très minoritaire, ce qui était pour moi important à mes yeux. Bon, je suis arrivé tout début 2008, donc juste avant la crise. Et j'ai la fierté de vous dire que le retournement a été, de l'avis général, très réussi, mais il a duré un peu plus longtemps que peut-être il aurait pu l'être sans la crise. Mais l'expérience s'est terminée dans cette PME au bout de 5 ans, parce que je n'ai pas retrouvé avec mes actionnaires majoritaires d'accord sur la stratégie ultérieure à tenir. Voilà. En fait, je n'ai eu aucun regret parce que l'expérience a montré que les conditions n'étaient pas réunies pour le développement de l'entreprise. Et en plus, cette aventure ne m'a pas vraiment rapporté d'argent, je dois dire, mais elle a été vraiment clé pour me positionner comme patron crédible vis-à-vis de tiers. Et ça, c'est ce que je cherchais avant tout, puisque je vous rappelle que 5 ans avant, j'avais été incapable de convaincre en particulier un fonds d'investissement. Et donc, j'ai cherché à reprendre une entreprise sérieusement fin 2012, et puis avec le secret espoir quand même, en cas de succès cette fois-ci, de pouvoir récolter aussi un peu quelques fruits de ma performance, si tant est qu'il y en ait eu. Donc, j'ai commencé avec une petite cible dans l'éclairage, qui était le métier que j'avais appris pendant 5 ans, une jolie petite cible, et c'est là que j'ai intégré le réseau XMP, en 2012, effectivement, fin 2012, avec les très bons conseils d'Antoine sur ce dossier qui s'appelait Velux, si ça te rappelle quelque chose, Antoine, et avec la fameuse formation de Frédéric, que je me suis empressé de suivre également en fin 2012. Bon, le projet de reprise en question n'a pas fonctionné, le vendeur n'était pas vraiment vendeur, c'était un classique, et là aussi, le début de ma courbe d'expérience. À la suite de ça, j'ai décidé de me faire aider, et donc j'ai rencontré tous les acteurs de la place spécialisés, qui étaient pour les repreneurs comme moi. Et j'ai vite décidé de travailler avec Alteo en début 2013. Donc, ça s'est goupillé. J'ai travaillé avec eux pendant 2-3 mois, mais assez vite, j'ai eu un ami de longue date qui est propriétaire d'un family office récent et puissant,
qui m'a demandé en fait de devenir son responsable d'investissement pour les PME. Pour moi, c'était un peu un contre-emploi parce que je préfère le terrain, mais c'était une opportunité en fait que je pouvais pas refuser. Et donc, j'ai interrompu mon contrat avec Alteo, j'ai interrompu ma recherche et je suis donc allé faire cette nouvelle expérience qui a duré 4 ans, où j'ai appris plein d'autres choses dans le domaine de la reprise, l'évaluation d'entreprise, le management pack, l'importance des équipes. Alors jusque-là, je ne m'en étais pas trop rendu compte parce que j'avais toujours été très chanceux. C'est donc une super expérience, mais je n'ai pas réussi à trouver de cible pour moi en même temps, ce qui était mon secret espoir en fait. Bon, et donc j'ai repris mon chemin laissé de côté en 2013 avec une recherche à plein temps d'une entreprise et cette fois-ci, encore une fois, à mes risques et périls. Donc les années avaient effectivement défilé, mais je disposais d'atouts supplémentaires que j'avais acquis pendant ces 4 dernières années. Donc pour conclure sur ce parcours, j'espère que je ne suis pas trop long, cette idée d'entrepreneuriat a mis très longtemps pour moi à germer. Plus longtemps que probablement la normale. Les graines remontent à l'INSEAD il y a une 30aine d'années. Il m'a fallu 3 tentatives pour y aboutir. Et ma motivation, je vous ai parlé un peu d'argent, mais ma motivation, c'est pas ça. Ma motivation, c'est celle de, je pense, tout entrepreneur, c'est d'être un chef d'orchestre, de construire une entreprise avec des salariés et finalement, le reste a moins d'importance. L'humain est toujours le plus au cœur de ce projet. Je voulais aussi dire et préciser que pendant ces dernières années, quand j'ai cherché la cible dont je vais vous parler, je n'avais aucune ressource financière dans cette 3e tentative, et alors que mon train de vie familial était encore complètement nominal. Donc, inutile de vous dire que j'ai été conduit à réduire très sérieusement mon train de vie pendant 2 ans. Je vais vous parler maintenant de la découverte de la cible et du projet de montage. Je crois qu'il n'y a pas de transition, hein. Je continue tout de suite, Frédéric. Oui. Sauf si je renouvelle auprès de nos participants qui peuvent poser des questions quand ils le veulent, mais je pense que les questions vont arriver puisque tu vas forcément nous apporter des sujets à questionner. Alors, bon, à nouveau en 2013, j'ai commencé à chercher seul en fait, sur la base de mon réseau nouvellement développé. J'ai étudié une opportunité qui n'a mené à rien. Bon, encore une fois, à la courbe d'expérience. Et puis, je suis retourné voir Alteo et j'ai travaillé à nouveau avec eux en février 2018. Je cherchais une cible industrielle dans toute la France avec une profitabilité minimum et une taille, on va dire, minimum de 8 millions de chiffre d'affaires, qui était pour moi une taille suffisante pour m'exprimer. Donc, grâce à eux, en 3 mois, j'avais un vrai petit deal flow. Et j'ai rencontré le groupe dont je vais vous parler très vite, début juin 2018. D'ailleurs, sur les 9 mois de recherche totale de cette période-là, j'ai croisé une 30aine d'entreprises, dont 1/3 de mon réseau et 2/3 avec Alteo. Et j'en ai étudié une poignée. Bon. Le groupe SIPD s'est vite détaché des autres et finalement, c'est la seule offre que j'ai faite en juillet 2018. Donc, assez peu de temps après les avoir rencontrés. À ce moment-là, donc, je bénéficiais des conseils de Thierry Lamarque pour Alteo, mais j'avais aussi rencontré Luc Fario de FL Finance et je voulais absolument l'embarquer pour compléter mon équipe de choc. Alors, je comptais particulièrement sur Luc pour les aspects montage financier et management package. Et puis très franchement, Luc n'a pas son pareil pour trouver les bons mots et des bons mots dans toutes les situations compliquées. Donc, ce groupe SIPD était officiellement à vendre, en fait. Il bénéficiait d'un intermédiaire spécialisé et même d'un MOI en anglais. Je crois que c'est le seul que j'ai rencontré. Bon, ça changeait agréablement des simples liasses fiscales qui m'étaient données parfois pour tout document d'information. Donc, c'était un confort. Et donc, il vous a été décrit, simplement pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. On fait des câbles. D'une part, donc des câbles qui sont en bobine. Donc, ça ressemble à un bout de câble en bobine, ça peut être aussi gros que ça chez nous. Donc là, ça fait un diamètre de 50 mm. Ça, c'est pour les plus gros qu'on fait avec, vous voyez, du cuivre ici. Et à l'autre extrémité du spectre, on fait aussi des câbles nettement plus petits. Là, je ne sais même pas si vous allez le voir.
Voilà, c'est grand comme un cheveu et donc c'est aussi du cuivre avec une enveloppe isolante au-dessus. Ça, c'est pour la partie câble en bobine. Et à côté de ça, on fait alors, j'en ai aussi un autre exemplaire là, voilà, que je peux vous montrer, qui est intermédiaire et qui est très complexe. Ça, c'est un câble qui va dans un char d'assaut, celui-ci. Voilà, donc on vend très cher. Et à côté, j'ai donc 2 usines qui, elles, assemblent des cordons et des faisceaux. Donc, vous voyez un tout petit exemple ici. Il est vraiment minuscule, mais vous voyez des connecteurs d'un côté et de l'autre côté, un connecteur qui, dans ce cas, est un connecteur militaire qui fait le gros de notre marché pour cette activité. Donc, voilà ce qu'on fait dans ce groupe. Et donc, j'ai trouvé qu'il était… alors, les 2 entreprises, celles qui font du câble et celles qui font des cordeaux, sont indépendantes économiquement, mais elles sont liées stratégiquement. Et ça, c'est la clé de voûte de mon projet. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi. Mais en fait, ce groupe, il n'était pas vraiment préparé à être vendu, malgré le fait qu'il soit officiellement à vendre, parce que son client numéro 1 est toujours Orange, qui est un client omnipotent. Nous avions le départ à la retraite des 2 dirigeants en même temps. Nous avions surtout une organisation pyramidale et datée pour l'entreprise principale qui fait des câbles en bobine, une organisation juridique fouillie, et alors une culture papier et un système d'information obsolète. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et puis pour compliquer les choses, ils étaient quand même en train de faire en plus une petite acquisition en même temps qu'ils vendaient le groupe. Sinon, ce n'était pas assez compliqué. Donc, je me suis rendu compte plus tard qu'ils essayaient de vendre depuis 1 ou 2 ans, sans pour autant revoir leurs ambitions. Mais ce que j'ai retenu, c'est que ces handicaps sont finalement devenus mes meilleurs alliés, puisque l'entreprise était déjà profitable et elle présentait un potentiel de création de valeur important. Ça, c'est difficile à trouver, je pense. Je n'ai pas eu de concurrence industrielle, alors que pour une entreprise de cette taille-là, une concurrence industrielle est pratiquement inévitable, elle est souvent même fatale par rapport à quelqu'un qui cherchait une entreprise tout seul comme moi. Et évidemment, je leur ai très vite dit que leur accompagnement, non seulement managérial, mais surtout financier, était une évidence et ils étaient d'accord. Donc, c'était quand même finalement une cible intéressante, surtout qu'elle m'allait comme un gant, finalement. Parce que la complexité technique des process et des produits était, on va dire, juste suffisante, mais toujours à ma portée. J'avais peur de tomber sur une entreprise avec des produits auxquels je n'aurais rien compris. Bon, cerise sur le gâteau, le siège était en région parisienne. Moi, j'habite en région parisienne, à portée de scooter de chez moi, ce qui est assez rare dans l'industrie. Et puis, les cédants, finalement, se sont rendus compte aussi que c'était la bonne boîte, que j'étais le bon repreneur pour leur boîte, qui, quelque part, c'est eux aussi qui m'ont choisi. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas nous qui achetons, mais c'est eux qui vendent. Et ça nous a permis de sortir de situations plus tard qui ont été quand même compliquées. D'ailleurs, on a commencé par perdre du temps au début, puisque j'ai remis une offre en juillet 2018. Et à l'automne, à la sortie des vacances, je suis revenu dessus et je leur ai demandé de mettre une partie du prix en complément de prix. Alors là, les difficultés ont commencé. Mais je voulais absolument faire ça parce que je me suis convaincu que sans ça, j'aurais un mal fou à convaincre des investisseurs. Voilà. Donc, j'ai tenu bon là-dessus. Alors, j'ai fait l'erreur de ne pas l'avoir proposé dès le départ. Et donc, cette étape a culminé à Noël 2019 et ils n'étaient pas d'accord à cause de cette erreur on va dire, de tactique, en fait, de ma part. Et donc, j'ai rompu les négociations. Voilà, parce qu'ils ne voulaient rien faire. Donc, les fêtes ont été très, très mauvaises pour moi cette année-là. Mais début janvier, ils sont revenus me chercher avec de bien meilleures dispositions. Donc, j'ai eu de la chance. On va parler peut-être maintenant du projet de montage et des conseils. Alors, peut-être, Marc, avant de plonger dans ce nouveau chapitre, 2 questions qui te sont posées dans le petit outil. La première, comment as-tu pu te positionner de façon crédible comme repreneur individuel par rapport aux autres personnes morales, et je dirais même par rapport aux autres compétiteurs que tu avais dans le deal, quels qu'ils soient? Alors, quand moi j'ai vu les repreneurs, ils avaient effectivement écarté des repreneurs individuels.
je n'ai pas les raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Mais par contre, je n'ai jamais eu de compétition personne morale. Je me suis peut-être mal fait comprendre parce que justement, malgré le fait que l'entreprise était intermédiaire avec un conseil, l'entreprise était trop fouillie et, on va dire, pour ainsi dire, presque invendable pour une entreprise. À une entreprise, pardon. Et tu as une deuxième question qui était posée. Comment as-tu fait ta recherche d'entreprise à reprendre? Est-ce que ça s'est fait par du bouche à oreille ou est-ce que tu as utilisé des circuits plus officiels? Alors, donc là aussi, je me suis mal fait comprendre. J'ai utilisé Alteo. J'ai donc passé un contrat avec cette entreprise qui est spécialisée dans la recherche d'entreprises à reprendre pour des gens comme vous et moi. Et il y a plusieurs acteurs sur ce marché. J'ai choisi de travailler avec Alteo. Si je peux compléter, en fait, il y a 3 façons de trouver une entreprise. Il y a celles qui sont à vendre sur le marché ouvert. Et donc, celles-là, vous allez les trouver, par exemple, pour les repreneurs sur Fusac. Okay, ça, c'est à vendre. Il y a celles qui sont à vendre sur le marché gris, c'est-à-dire c'est à vendre, mais les vendeurs ne veulent pas que ça se sache. Et c'est quand même une bonne moitié des entreprises qui sont à vendre et que les vendeurs ne veulent pas que ça se sache. Donc, les intermédiaires en fusion-acquisition sont quand même chargés de vendre une entreprise sans le dire à personne. D'accord? Et ça, vous les trouvez en contactant par votre profil les cabinets de fusion-acquisition. Il y a des listes. Et quand vous cherchez une boîte industrielle, il y a un gros avantage, c'est qu'il y a très peu de gens qui cherchent une boîte industrielle. Donc, si vous voulez, moi, j'ai un ami qui, par exemple, cherchait une boîte industrielle. Il a mis un CV repreneur sur Fusac. Il a été contacté par des gens qui n'avaient pas mis la boîte sur Fusac, mais qui voulaient la vendre parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut reprendre de l'industrie un peu paumée. Le repreneur, il aime bien reprendre en région parisienne, vers Nantes, vers Lyon, en gros, là où il a sa maison de campagne ou sa famille. Et c'est malheureusement pas tellement là où sont les boîtes industrielles. Donc, l'avantage de chercher une boîte industrielle est que ce marché gris, finalement, vient assez facilement à vous dans votre panel. Et après, il y a le marché caché, qui est le marché que Marc a explosé avec Alteo. Et qui d'ailleurs finalement s'est tombé sur un marché semi-caché puisqu'ils les ont contactés au moment où ils étaient en train de se mettre en vente en fait. Et d'ailleurs, une question complémentaire qui est posée par Mathieu. Recommandes-tu, question à poser à Marc, est-ce que tu recommandes le recours à des spécialistes pour accompagner la recherche ou est-ce que c'est simplement un plus? Alors pour moi, c'est extrêmement clair. Je recommande chaudement de se faire accompagner et ça fait même partie des choses que je voulais appuyer à la fin de cette intervention. Clairement, le temps, c'est de l'argent et vous allez gagner beaucoup de temps en faisant ça. Alors, je vous propose de parler du projet de montage et des conseils et mes conseils. Donc, à ce stade-là, donc, je vous rappelle, ils sont revenus me chercher en début d'année 2019. Mais en fait, le projet était encore assez peu séduisant pour les investisseurs parce que il s'agissait à cause de toutes les raisons que je vous ai expliquées plus tôt, de la complexité et de la complication de cette entreprise. En plus, moi, je ne connaissais pas le marché et je venais avec un projet de développement, ce qui est quand même paradoxal. Donc, j'ai été obligé de compenser. Donc, j'ai introduit le complément de prix pour limiter les risques, comme je vous l'ai expliqué, mais j'ai voulu aussi renforcer ma crédibilité propre comme patron entrepreneur. Donc, je me suis rendu compte que je pouvais solliciter quelques amis pour investir sur mon nom, à mes côtés, des gens qui me connaissaient, du monde professionnel ou pas. Et donc, j'ai monté une structure dont j'ai le contrôle total et qui a permis de multiplier mon apport par 3, mais surtout de renforcer ma crédibilité. En fait, je ne savais pas que ce n'était pas possible de faire ça, donc je l'ai fait. Mais c'est vrai, il faut des bons amis pour pouvoir faire ça. Donc, ce montage m'a permis de briguer la majorité de ce petit groupe. Et donc, je suis aujourd'hui majoritaire dans ce groupe, mais ce n'était pas un objectif en fait. C'était surtout parce que j'ai voulu renforcer ma crédibilité. Alors, le fait d'être majoritaire ou pas, je fais une petite digression. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je vais vous la faire simple. Quand on acquiert une entreprise, on récupère les clés d'un bolide, mais gare aux sorties de route, il y a des rails le long du circuit et il y a des bacs à sable.
Donc, j'y suis arrivé, mais ce n'était pas l'objectif. Et donc, Luc, ici présent, c'est lui qui m'a construit le projet de montage avec les chiffres initiaux, c'est-à-dire en valeur d'equity, en dette, en obligations convertibles, tout. Et ces chiffres-là, ils ont tenu jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait. Donc, bravo à lui. Donc, ça n'a pas été compliqué pour moi. On a rencontré au cours de ce… Oui, tu veux intervenir? Oui, non, je voulais dire un élément important, c'est que si vous négociez une LOI et que vous vous occupez du financement après, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, c'est quand vous négociez la LOI que vous négociez éventuellement avec les vendeurs un réinvestissement, un complément de prêt, etc. Et donc, si vous pensez le financement séquentiellement, vous arrivez à une LOI qui ne rentre pas dans les cases des investisseurs ou des banquiers. Et après, quand vous êtes obligé d'aller voir les cédants en leur disant bah, « écoutez, ce qu'on a signé, finalement, ça ne marche pas », là, votre crédibilité, pour faire comme Chirac, elle s'effrite. Donc, c'est très important, sauf quand vous avez l'impression que ça va être du plein vanilla, de tout de suite penser à chaque fois que vous discutez de quelque chose, de dire est-ce que ça se finance encore? Et ici, les handicaps du financement, ils étaient quand même assez nombreux. Un organigramme qui ressemblait plus à la foire fouille, si vous voulez, qu'à quelque chose organisé par un polytechnicien. Une SCI qui voulait vous vendre avec un bâtiment qui était fort sympathiquement situé dans une ville où il n'y avait pas d'autres bâtiments en location et avec une merveilleuse expertise Galtier qui vous disait si on va à 50 km à la ronde, voilà le prix de marché. Donc, c'est vous dire que le prix de marché sur place, il n'était quand même pas tellement de marché. Et une entreprise avec un système de reporting qui tenait un petit peu du papier crayon, voire Marc l'a constaté après, des prix qui étaient encore établis en francs quand même. Hein, donc ça, effectivement, quand vous vous dites que vous allez faire un audit et que vous allez le transmettre au fond, vous cochez pas beaucoup de cases. Donc, c'est vrai qu'il est indispensable pour une boîte d'une certaine taille, et si vous devez d'une manière ou d'une autre faire contribuer les cédants, de justifier ces contributions par la finançabilité, et la finançabilité vous permet de ne pas avoir à revenir vers les cédants. Parce que dès que vous revenez vers les cédants, là, vous vous prenez une porte dans le nez. OK. Et donc, les fonds, je vais rebondir là-dessus. J'en ai rencontré 20 fonds. Et d'ailleurs, seuls 2 d'entre eux se sont aventurés à remettre en cause mon montage financier. À mon avis, pour servir leurs intérêts, mais les 18 autres n'ont pas trouvé à y redire. 20 fonds à rencontrer, ça prend du temps. Hein, parce que franchement, tenter de convaincre plus de 2 ou 3 fonds par jour, on y laisse sa chemise quand même. Hein. Donc, c'est un sacré investissement de temps. Mais cette bonne anticipation nous a permis de bien cadrer la recherche de fonds et plus tard de banques, parce qu'on avait effectivement toujours un petit coup d'avance sur eux. En particulier, je pense au management package, parce que clairement, c'est souvent, je pense, un élément qui est abordé tardivement, alors que moi, je l'avais tout de suite mis, en tout cas brossé dans les grandes lignes. Et je dois dire que sur ce sujet, c'est important de savoir où on va, parce que mon expérience, c'est qu'il y a très peu d'acteurs, même parmi les plus spécialisés, qui maîtrisent vraiment ce qu'ils disent ou ce qu'ils font sur ce sujet-là. Voilà. Et Luc fait partie des gens qui maîtrisent ce sujet. Les principes sont très simples sur le management pack, mais la mise en œuvre peut s'avérer très difficile, délicate, technique. Dans mon cas, j'ai fait tous les calculs. Ça m'a beaucoup amusé au bout d'un moment pour bien m'imprégner des concepts. Et évidemment, aujourd'hui, j'ai déjà tout oublié. Mais au moment où j'ai défendu mon projet, c'était important de le comprendre. Enfin, dernier point critique pour ce montage, j'ai associé aussi 2 managers qui étaient déjà dans la boîte. Enfin, dans une des 2 boîtes. Et ils avaient su inscrire cette boîte qui, elle, disposait de pas mal d'autonomie et qui était beaucoup moins poussiéreuse dans son management sur le chemin du succès avec une grande autonomie. Donc, ils étaient déjà un petit peu entrepreneurs, mais il a fallu quand même les convaincre de mettre un peu d'argent quand même, alors qu'on ne se connaissait presque pas. Et puis, pour terminer, il me manquait un DAF, donc j'ai aussi recruté en même temps que je faisais mon deal, un DAF qui a débarqué pratiquement le premier jour, alors que lui, il n'avait même pas étudié l'entreprise comme moi. Voilà ce qui étaient les bases en fait du montage. On va en parler plus en détail après et des conseils dans cette période-là. Je crois qu'il est prévu aussi là une phase de questions.
Oui, je vois la question. Peux-tu clarifier ce que tu entends par management pack? Alors, oui, je vais clarifier ça. En fait, la reprise en LBO, pour le cas typique, on va dire, permet, en accord avec tous les investisseurs, d'organiser une dissymétrie dans le partage de la valeur de l'entreprise à la sortie. Vous savez que les fonds, ils investissent avec une perspective de sortie à un moment donné. Et donc, logiquement, puisque le porteur de projet, l'entrepreneur, lui, non seulement investit, mais quand même, c'est lui qui fait le projet, il y a cette notion de dissymétrie dans les rendements qui est acceptée et qui s'appelle le management package. Je ne sais pas, je crois que j'ai utilisé une certaine de tes mots, Frédéric, mais peut-être pourrais-tu le dire mieux que moi. Non, non, le mieux, c'est que ce soit toi qui continue et que tu nous expliques quel management pack, sauf détails que tu dois garder confidentiels, et quels sont les principes que tu as retenus et obtenus et négociés avec tes investisseurs. Alors, je n'avais pas prévu de le faire et donc, comme je l'ai expliqué, que ce n'est pas ça qui me motive et que c'est très compliqué. Mais globalement, il y a deux choses qu'il faut retenir. Premier effet, qui est juste l'effet de LBO de base, c'est que vous mettez une dette sur l'entreprise, d'accord? Et donc, en remboursant cette dette avec le cash flow de l'entreprise, vous créez de la valeur comme ça pour l'ensemble des investisseurs. Ça, c'est le premier point. Bon. Et donc, ça permet d'imaginer un partage dissymétrique parce que sinon, ça serait compliqué. Le deuxième élément principal qui permet le partage asymétrique, c'est la mise en œuvre d'obligations convertibles. Donc, ces obligations, c'est donc du quasi-capital qui n'est converti que si la performance n'est pas là. Et donc, vous êtes dilué si la performance n'est pas là. Mais au contraire, si la performance est là, elle vous permet aussi de booster le rendement de votre propre participation comme repreneur, puisque ces obligations convertibles sont remboursées, mais ne sont pas remboursées avec le même rendement que les actions. Je ne sais pas si c'est clair. C'est un peu technique, je vous l'avais dit. En fait, c'est un effet de levier supplémentaire. L'effet de levier, c'est-à-dire vous faites travailler l'argent des autres pour un coût fixe. Et en fait, les investisseurs acceptent de mettre une certaine couche de financement avec un coût plafonné en échange d'une protection. Donc, quand on dit que c'est dissymétrique, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils prennent un peu moins de risques et s'il y a un peu plus de donc s'il y a moins de performance, ils vont mordre sur le gâteau de marque. Et s'il y a plus de performance, ils vont laisser une plus grosse part du gâteau à marque. Et pour être clair, c'est comme si vous aviez une part de pizza que vous faisiez grossir. Et en fait, plus la part de pizza grossit, plus la part de marque dans la pizza grossit plus vite que la pizza qui grossit. Voilà. Et Marc, si je peux me permettre de te pousser dans tes retranchements, et encore une fois, tu arrêteras de répondre si la question est trop intime. Moi, j'aurais envie de savoir, sur 100 apportés par les investisseurs, ils ont mis combien en capital qui te dilue et combien en obligations convertibles qui ne te diluent pas? De mémoire, c'est 2 tiers en capital et 1 tiers en obligation, à peu près. C'est ça, Luc? J'ai les chiffres, mais pas en tête. Je ne les ai pas en tête, mais en fait, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que les obligations convertibles elles-mêmes recèlent des pièges. Et donc, vous aviez des investisseurs qu'on a dû mettre dehors à la fin parce qu'ils ont fait semblant de rentrer dans le schéma tout en faisant en sorte à la fin que les obligations convertibles devenaient dans tous les cas des actions sans l'avoir dit vraiment. Donc là, ça fait partie des péripéties. C'est que quand on a eu 2 fois quand même à se séparer d'investisseurs qui avaient l'air d'avoir envie de nous suivre, Marc. En fait, tu es en train de spoiler le paragraphe d'après, mais… Donc, les obligations convertibles sont un instrument sur lequel on peut faire jouer beaucoup de jeux. Et Marc a bien joué le jeu. Et effectivement, en général, c'est entre 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, moitié-moitié, mais ça dépend aussi beaucoup du niveau de risque et de beaucoup de choses. Il n'y a pas de pratique de marché, d'accord? Il n'y a que des situations atypiques et on ne peut pas dire que quelqu'un qui aurait 20% d'OC aurait mal négocié. Ça dépend de l'ensemble global. Ça dépend aussi de la réponse à la question suivante que je vais te poser, Luc ou Marc, que je vais vous poser, qui est de savoir, et les OC, elles sont rémunérées à combien? Je te le dirai, mais franchement,
j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 8%. Et prime de non-conversion de 4 plus 4. 4 plus 4, 4 fixes 4 plus et 4. 4. Ouais. Ah, Mais encore une fois, enfin, effectivement, c'est très intéressant parce que c'est peut-être un peu technique. Je suis désolé pour ceux qui écoutent, mais parce qu'au bout d'un moment, c'est pas pour ça qu'on fait un projet. Il faut toujours le garder en mémoire. Mais c'est vrai que c'est important et Luc l'a déjà dit, je vais vous l'expliquer. Il faut se défendre. C'est pas un monde de bisounours, hein, les fonds. Et il faut savoir comprendre tout ça suffisamment pour défendre son bout de gras. Juste pour terminer, Frédéric, il ne faut pas oublier que dans mon cas, j'avais un étage au-dessus avec mes amis investisseurs qui ont bénéficié donc du même levier que moi, mais à l'intérieur de cette activité, de cette structure, j'ai inversé la tendance, c'est-à-dire que c'est eux qui me reléguaient beaucoup plus que moi. Donc au final, les calculs étaient quand même compliqués. Voilà, tu penses que tu comprends. Alors, justement, allons-y, parce qu'il y a encore des choses à dire. Pour l'instant, ce n'est pas très rock'n'roll. Bon, alors on y vient. D'abord, les négociations avec les cédants. Donc, on s'était déjà engueulé une bonne fois fin 2018, mais ça a été encore un peu chaotique pendant la première moitié en fait, de 2019. Et d'ailleurs, le planning a complètement explosé. Le closing était initialement prévu, on va dire, mai-juin. Et finalement, il a été reporté en juillet, reporté en octobre. Et finalement, on a fait ça in extremis mi-décembre. Donc, je ne vous recommande pas ça, ne serait-ce que pour les nerfs, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, la première chose, c'est que la petite acquisition qu'ils devaient faire, mes cédants, ils devaient la faire fin décembre 2018, puis finalement, ils l'ont faite en juin 2019. Bon, donc ça a pris beaucoup de temps et puis on s'est engueulé. J'ai le souvenir d'une engueulade mémorable que j'ai pu avoir avec leurs conseils parce que je voulais éviter de le faire avec eux, parce que la prise en compte de cette petite acquisition a été très compliquée. Nous n'étions pas d'accord et ça a duré éternellement. En parallèle, j'avais attaqué les fonds début mars, pratiquement fini le tour de table fin juillet, donc vous voyez que ça a pris du temps aussi. Et même le processus avec les fonds a duré au-delà de ça, puisque, je vais y venir, on a eu encore des changements. Sur les 20 fonds rencontrés, il y en a eu seulement 6 qui ont marqué leur fort intérêt. Bon, et sur les 6, j'en ai refusé 2 et j'en ai gardé 3. Voilà. D'ailleurs, ça ne fait pas 6, ça. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est pas grave. C'est le Manpack. C'est ça, ouais. Donc, j'ai perdu pas mal de temps avec le premier des 6 parce qu'en fait, il voulait absolument me fourguer un autre financement à côté de ça. Et puis, il s'est révélé que cet autre financement, les banques n'en voulaient pas. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps avec ça, mais j'ai quand même gardé le fonds. J'ai perdu beaucoup de temps avec le deuxième parce que lui, il a décliné au bout de 2 mois de discussion sans fin. Parce qu'il m'a dit à la fin, finalement non, il y a un client numéro 1 Orange, ça m'effraie trop. Mais ça, il le savait dès le début. Ça ne fait rien, on a discuté pendant 2 mois. Et puis les fonds qui n'ont pas donné suite, ils ne m'ont pas donné des raisons officielles, mais clairement, mon projet n'était pas suffisamment attractif pour eux. Bon, ok. Très franchement, je pense qu'ils n'ont pas franchement beaucoup aimé non plus être mis un peu en concurrence, comme ils ont senti. Et c'est sans doute la limite de l'exercice. En tout cas, ce n'est pas difficile de rencontrer un fonds quand on a un projet, et une cible et un projet. Mais par contre, après, de là à les convaincre, il y a encore une autre étape. Bon, donc à la fin, les conditions étaient quand même réunies pour une promesse de vente que j'ai pu faire fin juillet, in extremis, sur la base d'accords de principe de suffisamment de fonds. Bon, en particulier, le fonds leader de l'opération. Par contre, celui-là, qui s'était positionné donc en juillet, ce n'était pas celui avec lequel j'avais le meilleur fit personnel, je dois dire. Mais il avait un fonctionnement un peu particulier, mais en juillet, je n'avais pas trop d'autres choix, donc je l'ai pris dans mon équipe de 3 fonds. Il m'en restait d'ailleurs encore un à trouver. Mais en septembre, ce même fonds leader, je voyais que la documentation ne venait pas. Il me la promettait, mais elle ne venait jamais. Et je me suis rendu compte qu'en septembre, qu'on avait un point de désaccord majeur
sur les conditions de partage de la valeur, justement celles dont je vous ai parlé et que Luc évoquait plus tôt. Alors, très sincèrement, ce point pouvait peut-être résulter d'imprécisions dans nos discussions plus tôt, mais j'ai vraiment eu l'impression surtout de me faire avoir. Voilà. Pour un ordre de grandeur, quand même, qui était de diviser par deux mes perspectives de gain si tout se passait bien. Pas pour un petit peu, hein, la moitié. Alors, comme à un moment donné, fin septembre, je me suis dit que en fait, tout était lié et que le retard de la documentation était délibéré de son point de vue pour me mettre dans un corner. J'ai effectivement consulté mes conseils, en particulier Luc, et j'ai rompu nos accords. Alors que le closing était prévu, on était en septembre, le closing était prévu fin octobre, à ce moment-là. Mes accords n'étaient que de principe, donc j'ai pu le faire. Et je voudrais vous à ce moment-là, vous rappeler ce que Luc m'avait résumé la situation. Il avait résumé la situation, si Luc, tu t'en souviens, que le gars voulait que je sois majoritaire pour les emmerdes et minoritaire pour le pognon. Voilà comment je vivais la situation. Et donc j'ai donc décidé de me séparer de ce fonds, alors que je n'avais pas de solution de rechange. Donc, c'est vrai que j'avais pris un peu de risque à ce moment-là. Mais j'avais quand même au feu encore 2 ou 3 fonds qui étaient en retard dans le process du fait d'incidents de calendrier, puisqu'on avait passé l'été. Et finalement, j'ai finalisé avec l'introduction de mon nouveau fonds, qui est mon fonds principal aujourd'hui, qui est NCI à Rouen, qui est leader d'une équipe de 3 avec Normandie Participation, toujours là depuis le début, à Caen, et IRD Gestion à Lille. Donc, je me suis retrouvé avec une équipe de fonds 100% régionale. Plus de Parisiens. Et finalement, c'est très bien. Ça correspond à mon projet, à l'entreprise, puis à moi finalement. Donc, il y a toujours un bon côté des choses. Quand même, c'est facile à dire aujourd'hui, mais il a fallu tenir le manche pendant cette période parce qu'on a reporté le closing de facto. Et pendant ce temps-là, l'année 2019 se révélait mois après mois nettement moins brillante que promis et surtout moins brillante que l'année précédente, pour la société principale en tout cas. Donc, les précautions que j'avais prises dans le deal en matière de prix raisonnable, en matière d'ambition dans le business plan, pouvaient se révéler petit à petit insuffisantes, surtout vis-à-vis des banques. Et donc, c'était vraiment périlleux. Parce qu'effectivement, en même temps, il a fallu trouver des banques. Alors, on a consulté 7 banques, dont 5 banques du groupe. Bizarrement, seules 2 des 5 banques du groupe étaient finalement partantes. Mais j'ai là aussi été mené en bateau par 2 autres banques. Mené en bateau parce que les discussions sont arrivées pendant la fermeture estivale. Et je me suis retrouvé à la merci de comités qui ne se réunissaient jamais, de vacances de décision, pour apprendre, en particulier pour l'une d'entre elles en septembre, que finalement, ils n'y allaient pas, alors qu'ils m'avaient juré mordicus en juillet qu'il n'y avait pas de problème pour eux. Bon, heureusement, entre-temps, là encore, j'ai été sauvé par 2 banques normandes, enfin 2 branches normandes d'autres banques, qui ont intégré la syndication autour de la banque principale du groupe. Et puis, j'ai écarté l'autre banque qui voulait venir, mais qui était trop dirigiste et envahissante et qui ne me plaisait pas. De toute façon, elle voulait tout, donc on ne pouvait pas partager. Puis, donc là, c'était à nouveau bon, je me trouvais à nouveau bien, mais les complications sont arrivées à cause des compléments de prix. Alors, les compléments de prix, que je vous rappelle, j'avais mis pour rassurer tout le monde, pour rassurer tout le monde sur le fait que je ne payais pas trop cher. Eh ben, 2 des 3 banques choisies, elles ont persisté à prendre en compte dans le ratio de dette de départ le paiement de ces compléments de prix, et donc le financement de ces compléments de prix, alors que la détermination est ultérieure au closing. Bon, c'est compliqué, c'est un vrai débat sur le sexe des anges avec eux, ça a duré une éternité. Et ça a failli faire capoter le truc, hein, c'est clair. Donc, j'ai jamais compris en fait si c'est eux qui avaient raison ou si c'est nous qui avions raison, je ne sais pas. Mais clairement, ça a été compliqué. Et puis, en plus, dans un environnement où les mois de 2019 arrivaient les uns après les autres, et globalement, le deal a tenu parce que la personne physique de la banque principale, qui était donc la banque arrangeuse, était quelqu'un qui était bon et qui avait envie de faire le deal. Et c'est pour ça que le deal a pu se faire. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments pour que ça s'arrête.
Et d'ailleurs, je veux aussi souligner, pour finir sur ce paragraphe, que du côté des fonds aussi, l'excellente relation que j'ai pu développer avec les fonds, qui est toujours le cas aujourd'hui, hein, a été très très utile parce que le deal a encore failli exploser 2 jours avant le closing. Voilà pourquoi ça a été rock'n'roll. Là encore, c'était une histoire où les dernières versions des écrits ne disaient pas ce qui avait été convenu, voire même pas du tout, ou l'inverse. Et le timing pressait. Oui, oui, tu peux lever les yeux au ciel, Frédéric, je te jure que c'est vrai. Je ne nommerai donc pas les avocats. Mais aussi bien pour les fonds que pour moi, il a fallu composer à un moment donné avec les avocats et savoir s'entendre pour dire où on s'arrêtait. Parce que les avocats prennent des fois trop de place dans les discussions. Il a fallu vraiment arrêter tout ça 2 jours avant. Mais d'un commun accord avec le fonds. Et là encore, c'était sur la base de la relation développée, qui a pu être bonne. Voilà pour cette partie montage. Dans Je le vais, détail, et voilà. je vais éclairer un petit peu l'aspect fonds régional et complément de prix. Si vous avez la chance de reprendre une entreprise qui est en région, c'est quand même toujours de bonne politique d'aller voir les fonds régionaux parce qu'ils ont forcément sur une assiette où ils sont obligés d'investir dans leur région, donc quelque part ils sont un peu moins en concurrence. La contrepartie, c'est que les fonds régionaux sont un peu comme les banques, pour se donner du courage, ils y vont à plusieurs, d'accord, et donc vous ne pouvez pas avoir un fonds tout seul. Et donc il faut déjà vérifier qu'ils se mettent d'accord entre eux et qu'en plus ce ne soit pas sur votre dos. Ce qui était l'intérêt avec Marc d'avoir mis un montage didactique en disant c'est ça qu'on veut, parce qu'après si vous les laissez avoir de l'imagination, il n'y a pas forcément des propositions inacceptables, mais elles sont juste pas compatibles et là vous perdez un temps fou à les remettre d'accord. Donc quand vous partez de votre feuille de route, déjà au moins les différences entre eux sont un petit peu plus subtiles. Et puis l'aspect du complément de prix, c'était quand même des montants assez importants. Et on avait voulu lever de l'argent auprès des banques pour préfinancer les compléments de prix au cas où on devait les payer, puisqu'ils n'étaient pas tous payables par le cash flow. Et en fait, on a eu des banques qui ont voulu additionner à la fois le financement du complément de prix qu'on allait chez eux si on le payait, plus le complément de prix. Et là, effectivement, ça faisait beaucoup, surtout quand c'était des compléments de prix axés sur une augmentation de l'EBITDA et que vous comparaissiez à l'EBITDA de l'année qui allait être un peu en baisse. Là, forcément, vous éclatiez les ratios. Donc, assez vite, on s'aperçoit que quand le deal devient un petit peu technique, il dépasse ses capacités, non pas de compréhension de vos interlocuteurs, parce qu'en France, en face, on a toujours eu des gens intelligents, mais leur capacité d'explication à un comité qui n'a pas compris tout le dossier. Et c'est là où vous perdez, en fait, où vous perdez quelque part des banques. Et après, normalement, avec 5 banques de l'entreprise, on est quand même assez rassuré. Mais vous avez des banques de l'entreprise qui étaient dans une relation, on vous fait du crédit court terme, on vous fait du factor, on vous paye des commissions bien grasses sur un tas de sujets. Il n'y avait pas de relation bancaire en fait. Il n'y avait pas de vraie relation bancaire de proximité. Donc quand vous arrivez en disant, bah, écoutez, maintenant on va commencer à vous demander du vrai crédit, en plus vous changez l'actionnaire, donc ils se disaient, c'est pas forcément des gars très performants, mais au moins ils sont sûrs. Vous arrivez avec Marc où vous sentez que ça va être la boîte elle va bouger et quand vous bougez trop les banques ça leur fait un peu peur donc c'est un sujet où elles aiment bien que ça évolue mais pas trop. Et je pense que Frédéric tu ne me démentiras pas dans ton expérience de fond, c'est qu'elles aiment bien la croissance mais la croissance pépère, la croissance à 2 chiffres c'est pas leur truc. Justement, vous avez 2 questions relatives aux banques qui sont posées par Jérémy et PHM. Est-ce que vous les voyez ces questions? La première, c'est qu'est-ce qui fait le soutien commercial de la banque principale finalement? Est-ce qu'elle avait beaucoup à perdre si elle n'avait pas tenu le deal à bout de bras? Non, franchement non. De toute façon, ce n'est pas un choix par défaut de leur du tout. Simplement, eux ont été convaincus et les autres, pour des raisons que j'ignore, pour 3 d'entre elles sur les 5 que j'ai interrogées. Alors, une parce qu'il y avait une vacance de personne, un changement de personne dans la banque, donc il n'y avait personne au bout du fil, on va dire. Et puis les 2 autres, aussi un changement de personne aussi, mais c'est celui avec qui j'ai perdu beaucoup de temps. Bon, enfin celle avec qui j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, en fait, ce n'est pas un choix par défaut. Je ne pense pas qu'elle ait beaucoup à perdre. Une banque alors, peut-être qu'elle avait trouvé qu'elle a beaucoup à gagner, peut-être, je suppose.
En tout cas, on n'a toujours pas fini de se séparer des autres banques parce que c'est long. Et on a toujours les anciennes banques et petit à petit, on ferme les comptes et c'est assez long. Donc, elle n'a pas encore récupéré peut-être l'investissement qu'elle souhaitait. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. En fait, c'est quand même une question d'interlocuteur, c'est-à-dire qu'il y a des banques qui considèrent qu'elles ont à perdre parce qu'elles font du business, des flux, etc., si elles ne font pas du crédit. Mais en général, ce n'est pas là-dessus que vous incitez une banque à financer un LBO. Il faut qu'il y ait un élément moteur derrière. D'accord? Et là, l'élément moteur, c'était un interlocuteur qui était plutôt assez allant, qui était des financements structurés, donc des gens un peu plus éloignés de l'entreprise, mais qui avaient une organisation de proximité avec les équipes terrain. Donc ça, c'était très important, c'est-à-dire que vous aviez la coordination du spécialiste et des équipes terrain, si vous voulez, qui fonctionnaient vraiment en harmonie. Et dans la banque, c'est important parce que si l'équipe terrain, elle veut y aller et que le spécialiste, il dit « Ah non, non, t'as pas vu, c'est un MBI dans l'industrie, on n'y comprend que dalle, l'organigramme est pas clair », bah, à la fin, ça n'avancera pas. Et on a eu des propositions de grandes banques qui connaissaient bien l'entreprise, qui étaient complètement en dehors du marché, en disant bah, « Nous, c'est juste ça qu'on est prêt à faire ». Donc, c'est aussi une question de fit. Et comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il vaut mieux aussi que votre banquier, vous ayez le fit avec. Hein, parce que vous n'avez pas forcément que des bonnes nouvelles à lui raconter. Et justement, Ouais. pouvez-vous nous éclairer pour répondre à la deuxième question sur le taux d'endettement? Alors, je pense que c'est le taux d'endettement du montage. Au fond, Absolument. sur 100 de financement, il y a combien de dettes et il y a combien de fonds propres ou quasi-fonds propres? Alors, repose-moi cette question parce qu'elle n'est pas écrite, celle-là. Non, non, elle n'est pas écrite. Je pense que c'est une manière de répondre à cette question. Le taux d'endettement dont tu parles, c'était un taux, tu parlais à titre personnel ou tu parlais dans ton montage? Non, 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 c'est bien le montage dont je parlais. D'accord. Bon, et donc, tu peux nous rappeler, sans donner de montant, mais sur 100, la valeur d'entreprise totale qui a été financée, c'était 100. Et à l'intérieur des 100, il y a combien de dettes et il y a combien de fonds propres ou quasi-fonds? Moi, je peux répondre si tu veux en pourcentage, Marc, puisque je suis allé ressortir les chiffres. En fait, il y a à peu près 50% de dettes et 50% de fonds propres, et ça, c'est vu du banquier, d'accord? Parce que dans les fonds propres, en fait, les fonds, il y a à peu près la moitié qui sont des obligations convertibles, puisque les fonds ont mis 2 obligations convertibles pour un fonds propre, mais les cédants ont aussi mis des obligations. Donc, les vrais fonds propres en dur sont relativement faibles, hein, ils représentent un petit quart du montant, mais les fonds propres pour les banques représentent une bonne moitié du montant. Donc, on joue sur cette perspective-là. Et je vois qu'il y a une question disant est-ce qu'on peut aller voir le comité? Mais le comité, si vous voulez, c'est comme le Spectre dans James Bond. C'est des gars, on n'a même pas les noms, on ne sait pas qui c'est. Hein. Je veux dire, c'est impossible d'aller voir un comité. D'ailleurs, on vous dit le comité, et quand vous demandez qui siège, on va vous dire le directeur des risques, comme si, évidemment, c'est sûr qu'il y a le directeur des risques dans le comité. Mais pour aller trouver le nom du directeur des risques, il n'a pas de profil LinkedIn, il n'est pas sur le site de la banque, c'est quasiment un inspecteur du guide Michelin. Donc, c'est impossible d'aller les voir. Hein. Vous voyez que je ne vous mentais pas quand je disais que Luc trouvait toujours les bons mots. Et les OC sont in fine, évidemment. Elles ont même une partie d'intérêt capitalisé, ce qui fait qu'on doit plus à la fin qu'au début. Donc, l'enjeu du montage, c'est ça. Hein, c'est la perspective de l'effet de levier qui est différente. Hein. Pour Marc, il y a beaucoup de dettes, ce qui fait qu'il a une perspective de rendement à la hausse très élevée. Et pour les banques, il y a moins de la moitié de dettes. Donc, voilà, c'est cette différence de perspective qui fait que ça fonctionne. Si on ose vous pousser dans vos retranchements, j'oserais poser une question, je le fais à voix haute pour mettre de la vie dans nos échanges. Au fond, les investisseurs, ils sont venus comme tout investisseur en espérant faire 2 fois la mise en 5 ans. Si les investisseurs font 2 fois la mise en 5 ans, allez Marc, tu fais combien? Ah, in fine. J'en vois qui se frottent les mains dans la salle. 10 fois. 10 fois. Bravo. Très bien négocié. Bien. Mais ça, c'est parce qu'il a mobilisé aussi ses copains au niveau du dessus, d'accord? Et je pense que ça fait aussi partie de la crédibilité. C'est-à-dire que Marc a réussi une levée de fonds personnelle un petit peu exceptionnelle en disant « j'ai réussi à faire x3 ». Mais si un repreneur qui a un certain âge, hein, donc un repreneur de 30 ans, c'est pas pareil, mais un repreneur qui a la cinquantaine, il a forcément des amis qui ont réussi.
si personne n'est capable de lui mettre un petit billet de soutien, c'est aussi que soit il n'ose pas demander, c'est donc que lui-même a peur que ça marche pas, soit ils n'ont pas envie de lui mettre, c'est que donc ils ont peur que ça marche pas. Et je vais vous donner une petite anecdote. J'ai un client qui, dans les Family and Friends, hein, comme on dit, il est allé chercher son ex-femme. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même un peu sport d'aller chercher son ex-épouse. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, on est déjà fâchés. Excellent. Et en fait, tout ça, c'était pour, effectivement, dans une perspective de transmission, effectivement, à leur enfant commun, etc. Donc, si vous voulez, dans la levée de fonds, si vous n'osez pas demander, c'est que vous avez peur. Si vous avez peur, vous n'irez pas au bout. Ouais. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas avoir peur. Alors, ai-je eu raison? C'est encore trop tôt pour le dire. Ah oui, parce que ça ne fait qu'un an, ou presque un an. Hein. C'était le 19 décembre, donc vous voyez que j'y suis bientôt. Le démarrage de la reprise et la gestion de la société en période de crise. Je ne sais pas de quoi tu voulais parler, Antoine. Ah, tu reprends et 3 on mois va après, déjà tu as le parler Covid. du démarrage. Alors, peu de surprises à la reprise. Bon, j'ai pas eu vraiment de surprises, ni parmi les peu de surprises, très peu de mauvaises surprises. La culture papier dont je vous ai parlé est datée. Par contre, elle a quand même dépassé toutes mes craintes, c'est vrai, et au-delà. Bon, ok. Mais j'ai découvert des équipes de cadres plutôt jeunes et très compétents. Ça, par contre, je ne l'avais pas anticipé. Donc, des très, très bons éléments, à part une ou deux exceptions. Je vais répondre à la question après. Le support annoncé des futurs retraités a été, je dois le dire, irréprochable, qui s'est étalé sur 6 mois. Et même encore la semaine dernière, je ne le fais plus, mais j'ai eu besoin d'appeler. J'ai des réponses dans la minute à mes questions quand elles sont importantes, évidemment. Et last but not least, je m'entends super bien avec les 2 managers que j'ai associés dans l'intérieur de la boîte. Franchement, ça, ce n'est pas toujours facile. Finalement, on s'est associés sans trop se connaître. Donc, peu de surprise, le déploiement stratégique se déroule comme prévu, à la nuance près que j'ai quand même vendu un projet de développement, comme je vous l'ai dit, mais j'ai ajouté un gros volet industriel. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Entre deux confinements, on a déménagé le siège dans un environnement qui est juste tellement mieux et qui est pourtant moins cher, et ça nous a permis de nous débarrasser de 95% du papier et 100% du mobilier. Voilà. Et j'y gagne. Bon, ça paraît rien, mais quand on reprend une entreprise, ce n'est pas la première idée qu'on a de déménager le siège. Hein. Et bon, là, on l'a fait. On n'a pas encore un nouvel ERP, mais il était prévu d'implémenter un nouvel ERP le plus vite possible. On a fait notre étude approfondie sur plusieurs mois. Le projet vient juste d'être démarré. Peut-être que sans le Covid, on l'aurait fait plus tôt. On a développé nos forces vives, principalement commerciales, et on a embauché quand même 7 cadres. Alors, je vous rassure, hein, on n'a pas fait plus 7 dans les effectifs. Il y a 2 cadres dont je me suis séparé, puis il y a 2 départs en retraite. Il y a aussi une activité supplémentaire qui vient d'arriver, comme vous le savez. Donc, finalement, ça fait que plus 2, en fait. On a beaucoup modernisé les modes de fonctionnement. On a digitalisé tout ce qui était possible, mais il reste beaucoup à faire, en fait, presque tout. Et surtout, donc, je me suis rendu compte que le lien stratégique entre les 2 entreprises, qui était un lien industriel, puisque l'une fournit l'autre, était en péril, ce que je n'avais pas anticipé. En fait, ça marchait bien sur le papier, mais dans la réalité, ça ne marchait pas bien du tout. Et donc, j'ai entamé une transformation en profondeur de l'usine principale. Ça, ce n'était pas prévu, et qui est pratiquement abouti aujourd'hui, au prix de beaucoup d'efforts. Donc, à côté de ça, on n'a pas fait beaucoup d'activités M&A, mais on en a fait un petit peu quand même. Donc, le déploiement s'est déroulé comme prévu. Alors, je vais aller jusqu'au bout, puis je répondrai aux questions après. Il paraît qu'il y a eu une pandémie qui s'est virée en ce moment. Bon, j'ai entendu parler, effectivement. Comme me dit un de mes amis associés, non sans humour, j'ai le sens du timing, reprendre une boîte juste avant une crise comme celle-ci. Bon. Alors, toutes plaisanteries mises à part, le groupe encaisse particulièrement bien cette crise. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais je vous ai dit, ne convoquez pas la chance pour trouver votre boîte. Mais la chance, elle a quand même son importance. Et là, c'est important d'en avoir.
En effet, on a évité, nous, tous les secteurs les plus touchés, hein, l'aéronautique civile, on n'est quasiment pas dessus. L'automobile, on n'est pas dessus non plus. Et au contraire, on est sur les secteurs médical et défense, donc on a de la chance. Voilà. Ça, je n'aurais pas pu le prévoir dans aucun business plan. J'ai quand même contracté un PGE au maxi pratiquement ce qui était possible et avec un effort assez démoniaque, je dois dire, parce que c'est compliqué un PGE avec une dette syndiquée quand on vient juste de reprendre, très compliqué même. J'ai cru y perdre mon latin, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc, il est toujours là l'argent et je vais pouvoir le rembourser tout de suite. Donc, il reste de l'incertitude, hein. Rien n'est écrit. Franchement, l'incertitude de l'économie, je la vis quand même. Mais on va faire un petit peu mieux que le BPI en année 1. On va rembourser notre dette. C'est déjà ça de prix. Voilà. Voilà pour le démarrage. Peut-être répondre aux questions maintenant que j'ai pris un petit peu la main. Alors, comment s'est passée la transition de direction au niveau des équipes? Alors, l'intégration dans la nouvelle culture. Alors, je n'ai pas intégré une nouvelle culture puisque je la change complètement de A à Z, mais j'ai trouvé un terreau plus favorable que prévu, comme je vous l'ai expliqué, avec des équipes de cadres plutôt sympas, jeunes, dynamiques et compétents. Donc, ça se passe très bien, d'autant plus que j'ai été quand même accompagné par les cédants qui, quand même dans le cédant, c'est lui qui faisait toutes les offres de l'entreprise principale, 100%. Voilà. Il a continué à faire des offres jusqu'au mois d'août, mais entre-temps, j'ai trouvé un directeur technique, comme on l'avait convenu d'ailleurs, et c'est lui maintenant qui a pris le relais progressivement. Il sait les faire et il les fait en euros et puis en francs avec un outil qu'on a développé pendant ce temps. Donc, on est autonome aujourd'hui là-dessus complètement. Quelle gouvernance pour l'entreprise? Alors, moi, c'est moi le chef, mais comme diraient d'autres, en fait, on est 4. On est 4 et on décide tout à 4, c'est-à-dire quel que soit le sujet, puisqu'on n'est pas équipé dans toutes les spécialités. On n'a pas, par exemple, de personnes en ressources humaines, malheureusement, pas encore. C'est un choix, en fait. Donc, on est 4 et on gouverne à 4. Voilà. Et on se débrouille pour être coordonné, pour pas, évidemment, prendre des initiatives qui ne soient pas coordonnées. Donc, on se parle toutes les semaines pendant 2 heures. Ça suffit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. PGE, qu'est-ce que c'est? C'est le prêt garanti par l'État qui a fait la une de tous les journaux pendant des mois, puisqu'en fait, avec cette crise, ils ont… Alors bon, peut-être que Luc va pouvoir l'expliquer mieux que moi, mais c'est le prêt qui a été proposé à toutes les entreprises pour garantir, on va dire, leur trésorerie pendant cette période. Je ne sais pas s'il y a mieux à dire. En fait, le prêt garanti par l'État, c'est une enveloppe d'un maximum de 300 milliards qui a été ouverte. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a à peu près une centaine de milliards qui ont été demandés par les entreprises. D'accord. Donc, quand vous lisez dans les journaux que les entreprises sont hyper endettées parce qu'elles ont emprunté 5 milliards, en fait, 90% de ces 100 milliards n'ont pas été dépensés. Donc, ça n'a pas accru l'endettement des entreprises. Marc ne l'a pas dépensé. Il l'a emprunté, mais il ne l'a pas dépensé. D'accord. Et il faut aussi voir que sur ces 100 milliards, il y a à peu près 70 milliards qui ont été accordés le premier mois et demi. Donc, il y avait un aspect très, très important sur lequel Marc a réagi vite. C'est quand on ne sait pas si on a besoin de l'argent, on va le chercher tout de suite. Parce qu'au début, il n'y avait pas de process. Et moi, je me suis aperçu que les clients qui avaient un petit peu traîné, on leur posait de plus en plus de questions sur comment ça va, machin. Et que donc, quand on a le réservoir plein, tu as emprunté quoi, 4 millions, c'est ça à peu près, hein? 5 millions 8. Alors, il faut voir, hein, il a emprunté 5 millions 8 pour le PGE, sachant que c'est à peu près le montant de la dette bancaire qu'on avait mis 4 mois à négocier. Donc, si vous voulez, il a récupéré 5 millions 8 en 3 semaines qui sont venus. Donc, aujourd'hui, il a une certitude, il est plein de cash. Et quand c'est compliqué, il vaut mieux avoir du cash parce que aujourd'hui, les banques qui vont demander le PGE, les boîtes qui vont demander le PGE, c'est parce qu'il y a un trou dans la caisse et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de l'obtenir. Et il faut aussi voir que quand les banques prennent l'habitude de ne plus prendre de risques, elles ont du mal à reprendre l'habitude de prendre du risque. Donc aujourd'hui, elles ont accordé des prêts avec une garantie à 90% de l'État. Quand vous allez voir pour un prêt sans la garantie de l'État, si vous voulez, elles disent « Ah bon, ça fait encore partie de notre business ?»
Ne prenez pas ça pour un bon mot, mais pour moi, le directeur financier d'une boîte en LBO, il doit avoir un petit côté Woody Allen, c'est prends l'oseille et tire-toi. Quand il est là, t'empruntes et t'attends pas d'avoir besoin. C'est ce que Marc a fait. Bah, si t'as pas besoin et que ça te coûte cher, tu rends l'argent. Si ça te coûte pas cher, bah, t'en gardes un petit peu et t'attends pour voir ce qui se passe. Voilà. Je vais préciser juste que j'ai obtenu l'accord en moins de 3 semaines, effectivement. Par contre, la transposition physique en contrat et pour avoir l'argent sur le compte, j'ai ajouté 2 mois et des nuits blanches. Franchement, ça m'a épuisé ce process. Voilà. Bon, enfin, Parce que là vous retombez dans l'intendance bancaire. Hein. Moi-même, dans ma petite boîte, j'ai demandé un PGE, ne serait-ce que pour voir quand ça marchait, pour pouvoir conseiller mes clients. Je me suis dit, au moins, je saurais comment ça marche. Effectivement, j'ai mis 3 semaines à avoir l'accord, donc c'était très rapide. Et après, la banque m'a dit, quand est-ce que vous passez à l'agence signée? Ben, je dis, je suis désolé, là, j'ai pas le droit de bouger. Ah bon, on va vous l'envoyer par la poste. Ben, je dis, oui, mais moi, je suis dans un endroit à la campagne où le bureau de poste est fermé. Et tout de suite, vous avez vu que l'intendance, rien que de signature du prêt, tout était en ligne sauf la signature. Et mon épouse, qui avait une société dans une autre banque, elle a fait la signature électronique et elle a eu l'argent en moins d'un mois, tout compris. Donc, l'intendance, si vous voulez, vous avez un petit peu les pièges de la digitalisation imparfaite jusqu'au bout, d'accord, et sur le fait que quand c'est à plusieurs, Marc a eu la chance d'avoir une banque qui a voulu faire intervenir un avocat pour faire un PGE, qui est normalement le prêt le plus simple de la Terre. Puisque ouais, c'est un prêt, il n'y a pas de profil, voilà. Ouais. Alors, peut-être les conclusions, pour ne pas trop déborder malgré toutes les péripéties. Il y a juste une dernière question. Pour les questions. Marc, il y a juste une dernière question qui a été posée par Jérémy, qui était ton problème de fournisseur interne que tu as évoqué. Est-ce que c'était un élément à prendre en compte dans la valorisation? Est-ce que ça a compliqué d'abord l'appréhension du dossier et puis la valorisation elle-même? Non, en fait, je dois avouer piteusement que moi, expert industriel, j'aurais pu deviner ça. Peut-être que je n'ai pas voulu le voir en fait. Ils m'ont dit que ça se passait très très bien. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que non, une usine avait beaucoup de mal à livrer l'autre pour plein de raisons. Et oui, je l'ai découvert. Donc ça n'a pas influé, malheureusement. Ça aurait peut-être pu, mais bon, voilà. Je complète peut-être un petit peu sur l'intégration parce qu'il faut voir que quand vous achetez une entreprise avec des vendeurs qui étaient un petit peu fort sympathiques mais parano, vous n'avez pas le droit de voir grand monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous laissent voir beaucoup de gens et ici, ils ne vous laissent pas voir grand monde. Ils ne voulaient même pas qu'ils font visite à un moment, donc ça devenait compliqué quand même. Hein. Donc, vous avez toujours un risque et le risque, si vous voulez, c'est de vouloir donner de l'autonomie à des gens qui ne sont pas prêts à l'avoir. Et donc, la chance qu'a eu Marc, c'est d'avoir une couche de management qui n'avait pas été autonome mais qui avait envie de le devenir, parce que ça peut être vite la cata de vouloir prendre l'avis des gens quand ils ont eu l'habitude à obéir trop et de vouloir passer très vite de cette culture de qu'attend le chef comme réponse à tiens, il me demande vraiment mon avis. Et Marc a eu cette chance quand même parce que ça convenait aussi à son type de management de pouvoir s'appuyer sur des gens qui en avaient envie. Et ça on le sait pas forcément au démarrage. Non. Mais les 2 managers en question, juste, ils avaient quand même pas mal d'autonomie, justement, ces 2-là. Donc, effectivement, le risque était moins fort, mais il y aurait pu avoir un risque de fit. On s'entend ou on ne s'entend pas avec les gens. Ça reste vrai. Alors, dans les conclusions que je vous propose, il y en a plusieurs. Première chose, c'est que c'est quand même compliqué. Bon, là, vous l'avez compris, on peut en rire après, et j'aurais pu en pleurer si ça n'avait pas marché. Pourquoi c'est compliqué? Moi, j'aime bien le résumer comme ça. Ce que j'ai trouvé compliqué là-dedans, c'est qu'il faut pour aboutir, il faut convaincre plein de monde en même temps. Alors, il faut se convaincre soi-même, je dis. Il faut se convaincre sa famille. Il faut quand même convaincre les conseils parce qu'ils sont rémunérés surtout au success fee, donc ils ne s'embarquent pas avec n'importe qui non plus. Il faut convaincre les cédants, évidemment. Je ne parle même pas de leurs conseils. À un moment donné, un peu plus tard, il faut aussi quelquefois passer par leurs conseils. Il faut convaincre les managers associés qui ne vous connaissent pas. Il faut convaincre les fonds. Il faut convaincre les banques. Tout ça en même temps. Donc ça, j'ai trouvé quand même compliqué. Ça fait du monde à convaincre. On passe son temps à se vendre et à vendre le projet. Bon. Deuxième conseil, puisqu'on est dans cette rubrique, de mon point de vue, pour reprendre une entreprise, il faut s'engager résolument. Ça peut prendre du temps. Bon, ça, vous l'avez sans doute déjà entendu. Et j'aimerais reprendre aussi un des conseils avisés de Frédéric. Il en a eu beaucoup, hein. Pas tous d'ailleurs, mais celui-ci, je l'ai retenu.
si tu n'as pas 4 rendez-vous par jour, tu n'es pas dans le rythme. Le jour où il m'a dit ça, ça m'a fait un choc. Et effectivement, parce que j'y étais pas. Et c'est vrai. Voilà, pour reprendre une entreprise, c'est un travail, à mon avis, à plein temps. Troisième point, je pense que la détermination et même la résilience dans les sacrifices qu'on fait pour faire ce parcours, c'est un miroir de soi-même. Et finalement, c'est bien parce que la vie d'entrepreneur, Luc l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, je pense qu'on est observé par les partenaires et dans notre façon de faire et d'essayer, par exemple, il ne faut pas essayer je pense à un élément tout simple, le salaire, par exemple. Quand on vient dans une boîte comme ça, moi, je savais quel niveau de salaire je pouvais demander. Il n'y a jamais eu aucune question sur ce que j'ai proposé. Et je pense que c'était important. Alors, un point important, sur la reprise, on a déjà posé la question. Oui, je vous recommande très fortement de vous équiper de conseils pour vous aider à trouver l'entreprise, en sachant que sur le chemin de la reprise, trouver la cible, c'est la première montagne. Et puis derrière, quand on arrive au sommet de cette montagne, on se rend compte qu'il y en a encore quelques-unes, effectivement. Mais ce n'est pas grave, c'est effectivement la première. Ne laissez pas la chance intervenir trop là-dedans. Donnez-vous tous les moyens de passer cette étape le plus vite possible. Vous aurez besoin de la chance aussi plus tard. Donc ça, c'est très clair. Vous pouvez gagner plusieurs mois. Alors, oui, ça coûte un peu, mais en fait, on revient sur ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que si vous avez un échec, eh bien, oui, ça vous aura coûté, mais sinon, vous mettez ça dans votre montage et finalement, ça fonctionne très bien. Un autre point que je voudrais développer, c'est que oui, là-dedans, le support du réseau, le support du réseau XMP, mais aussi de tous les autres, c'est très important. Il faut communiquer son envie, sur son projet en permanence. Il faut se nourrir des retours qui sont offerts, y compris quand ils sont démotivants, parce qu'il y en a. Il faut endurer ceux nombreux qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc, du côté des familles et amis en particulier, les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on cherche à faire. Donc, il faut être prêt à le faire, ça. Et puis, à un moment donné, je vais vous dire, c'est vrai, je dois le dire, le retour en arrière n'est plus vraiment envisageable. Bon, donc, si on s'équipe bien, effectivement, on arrive à un moment où c'est le cas. Il faut constituer une équipe, autre conseil. Ça coûte un peu cher au début, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que ça m'a coûté. Parce qu'en plus des conseils, donc moi j'en avais 2, en plus, dont Luc principalement, en plus, évidemment, un cabinet d'avocats, un expert comptable, il faut bien les choisir. Donc mais il faut les choisir au bon moment, ce n'est pas la peine d'avoir tout le monde au début. Voilà. Et puis, on arrive au bout, mais quand c'est chaud, il faut pouvoir prendre le recul nécessaire. Je ne suis pas sûr que ça soit toujours chaud, mais je pense qu'il y a toujours des moments un peu plus chauds que d'autres. Bon. D'abord, au niveau de l'argent, il faut se dire que l'argent potentiellement perdu en cas d'échec, et donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises, y compris 2 fois avant le closing, il n'est pas vain, parce qu'il, moi, en tout cas, il m'aurait permis de me donner ma chance de ne pas le regretter. Ça, c'est très important. J'avais envie de le faire, je me suis dit, ben, c'est pas grave, si j'y arrive pas, j'aurais essayé, je me serais donné tous les moyens, et je sais qu'il faut aussi de la chance. Pour vous donner une petite idée, dans mon cas quand même, si j'avais eu un échec, eh ben, c'était le prix d'une petite maison de campagne. Hein. Voilà, c'est ça. C'était quelques voyages de luxe à l'étranger en famille, typiquement. Ça tombe bien, tu n'as plus le droit, hein, donc c'est pénère ça. Ouais, mais ça, je ne le savais pas. En fait, juste pour compléter ce que dit Marc, je pense que ce qui est très important, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, vous gardiez votre capacité à dire non jusqu'au dernier moment. Parce qu'il y a toujours un moment où quelqu'un va vous rajouter un petit truc, et à un moment, il faut dire attendez, stop. Parce que chacun a un intérêt convergent, c'est de faire l'opération, mais le fonds, il essaie de prendre le minimum de risque, machin, et le maximum de plus-value, la banque aussi. Et donc, le repreneur, il est un peu coincé là-dedans. Et il faut surtout pouvoir dire, bah, d'accord, j'ai des conseils, mais je leur demande leur avis, mais c'est moi qui décide. Conseil n'est pas un bon mot. Conseil, c'est mise en perspective des risques et des enjeux. D'accord? Donc, je trouve que le mot conseil n'est pas adapté, on ne conseille rien. On met en perspective et on dit, si tu fais ça, fais ça. Et bah, ça arrive, mais c'est pas complètement dans la pratique de marché, en tout cas la somme de ce qu'il demande, mais c'est toi qui décides d'aller ou pas. Parce que si un entrepreneur qui veut reprendre et il attend que ses conseils lui donnent un avis, d'abord il y en a qui vont dire bah, pour ma com, vas-y.
Donc, il y a un moment, ça devient compliqué, d'accord. Donc, il y a des gens qui ne raisonnent pas comme ça, mais enfin, il y a un moment, quand vous avez beaucoup de dossiers avec des repreneurs, ça devient plus compliqué. Et puis, vous devez dire, c'est quoi les enjeux, les perspectives, et c'est vous qui devez décider. Marc l'a très bien fait. C'est ce qui lui a permis de mettre dehors des fonds à un moment, de mettre dehors des banques, de choisir les bons, et de gagner le respect aussi de ceux que vous gardez. Parce que finalement, vous vous dites, quand je mets dehors un fonds, qu'est-ce que va penser le cédant? Il va dire, vous n'avez plus de financement. Vous dites, bah non, je suis un entrepreneur, je suis comme vous. Il y a des fois, vous vous achetez avec des mecs, ils me présentent un truc inexpectable, et là, ils disent, ah bah oui, Marc, c'est pas con. Alors, je dois dire que ça, Luc, bouge-toi les oreilles, mais ni Luc ni Thierry Lamarque pour Alteo ne m'ont forcé à faire le deal. À aucun moment, je me suis senti dans une position où, au contraire même, quand je leur partageais mes états d'âme au moment de prendre des décisions difficiles, je n'ai jamais été mis dans cette position-là et je les remercie. Je voudrais aussi dire quand même, autre point important, qu'il faut savoir quoi faire en cas d'échec. Ça m'a été, enfin, en tout cas, pour moi, c'était important. Je me suis dit, mais finalement, je vous en ai parlé de l'échec, je vous ai parlé de l'aspect financier. Mais il y a un autre point, c'est comment rebondir en cas d'échec. Pour moi, c'était très clair. Je savais qu'en cas d'échec, je ne recommencerais pas parce que je me suis dit, il m'aurait fallu 2 ans de plus et je me suis dit, je serais atteint à la limite, j'aurais atteint la limite en fait de ce qui est possible, de l'exercice, parce que les fonds vous regardent quand même avec 7 ans de plus. Donc, j'ai 56 ans aujourd'hui, j'en avais 55, 7 ans de plus, je me suis dit, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc, je m'étais dit, je ferai du management de transition. Voilà. Et ça me plairait aussi. Et j'aurais tenté ma chance. Et c'est vrai que pour moi, c'était important d'avoir cette projection. J'arrive au bout. Encore 3 petits conseils. Tout ça, vous avez compris, c'est aussi une histoire de personnes. On a parlé des cédants, on a parlé des conseils, les fonds, les banques. C'est pas seulement. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné les noms des banques, par exemple, ou des conseils que je n'ai pas pris, ou aussi des fonds que je n'ai pas pris. Parce que ce n'est pas une histoire de marque, en fait, c'est une histoire de gens à la fin. Voilà. Donc peut-être que les mêmes, avec d'autres personnes, ça sera très différent demain sur un autre projet. Un point important pour terminer. Je pense que dans ce genre de process, il faut savoir pourquoi on est là. Voilà, il faut savoir pourquoi. Parce qu'il y a largement de quoi être déstabilisé. Moi, j'avais décidé, je ne voulais pas m'embarquer dans un projet à peu près, avec des compromis que j'aurais pu regretter. Donc oui, c'est vrai, il faut un sacré alignement planète déjà à ce niveau-là pour parvenir à reprendre une entreprise. Mais on est quand même actif sur cet alignement. Donc on peut le piloter un peu. Voilà, ça ne marche pas à chaque fois, hein, je pense. Bon. Et à la fin, finalement, j'ai rien prouvé. Tout ça, tout ce que je vous ai raconté, c'est juste pour avoir le droit de jouer la partie. Bon, il faut toujours se le dire, ça. C'est là que tout commence, en fait. Hein. Les sommets, pour moi, n'ont pas fini de se dévoiler. Et seule l'histoire dira si c'était une bonne acquisition et si j'ai bien réussi. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Bon, ben, Marc, formidable, merci beaucoup. Luc également, merci beaucoup pour ces témoignages parce qu'on était vraiment avec vous, c'est vraiment du vécu et c'est très précieux d'avoir des gens comme ça qui sont prêts à partager à la fois leurs difficultés et leurs succès. On a bien compris que aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc, on espère que le ciel continuera à aider CIPD et les entrepreneurs que vous êtes tous les deux. Merci. Merci à mon tour. J'ai vu qu'il y avait une question encore. Quand es-tu rentré dans l'entreprise réellement? Effectivement, je l'ai acheté le 19 décembre. Le 20, elle fermait pour les vacances. Donc, j'ai fait un tour d'horizon pour dire bonjour, coucou, c'est moi. Mais je suis rentré le 2 janvier de cette année. Merci Marc. À mon tour, j'emboîte le pas d'Antoine Borelli pour vous remercier tous les deux très chaleureusement. Tant toi Marc dans ton rôle de repreneur que Luc dans ton rôle de conseil accompagnateur et reformulateur des situations comme tu l'as dit et mettant en évidence les enjeux. Il me revient maintenant aussi de remercier nos 28 auditeurs. Nous étions 33 ou 34 je crois connectés avant la petite péripétie vidéo. Donc finalement nous avons eu peu de pertes en ligne.
je crois qu'en plus d'une soirée passionnante, nous aurons eu une expérience complémentaire vécue tous ce soir. Et juste avant de rendre l'antenne, je vous retrouve tous pour la prochaine soirée XMP Entrepreneur qui sera animée par le Club des créateurs. Ce sera le 8 février. Évidemment, vous recevrez 53 emails sur le sujet. Et sachez que ce sera sur quelque chose de tout nouveau, un tout nouveau concept qu'on appelle les Startup Studios. Je n'ose pas trop vous dire ce que c'est qu'un Startup Studio, si ce n'est de retenir que c'est le subtil mélange entre l'investisseur, l'incubateur et l'entrepreneur. Et c'est la mayonnaise entre tout ça, mais c'est vraiment un coup de boost pour les entrepreneurs qui ont la chance de rencontrer un Startup Studio. Voilà, donc vous en saurez plus le 8 février prochain. À tous, je souhaite une bonne soirée et surtout une bonne fin d'année si nous ne nous revoyons pas. Bonne soirée et au plaisir. Merci Frédéric. Bonne soirée à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.